On va tout de suite commencer cette table ronde qui dure 45 minutes. On part en rapide tour de table. La ministre a parlé de l'accélération des énergies renouvelables. Il y a une loi qui a été votée en ce sens il y a quelques mois. Il y a une PPE dont la présentation est imminente. Vous êtes 3 acteurs évidemment très actifs dans l'énergie et notamment les énergies renouvelables. Donc première question, un peu un état des lieux. Je vais commencer par vous, Bruno Bensasson. Est-ce que vous aussi vous accélérez? Est-ce que le rythme de vos investissements est en train de s'accélérer sur tous les marchés? Vous êtes actifs dans les renouvelables? Oui, on a une belle accélération à travers le monde. Elle est nécessaire et si on regarde les 30 dernières années, on peut dire qu'on a lutté contre le dérèglement climatique, mais pas en bon rythme. Donc cette accélération, elle est absolument nécessaire. Typiquement, nos marchés, les 10 dernières années, ils ont cru à travers le monde de 20% par an, ce qui est très élevé, partant parfois d'un peu bas. Ça a été plus de l'éolien et du solaire. La biomasse et l'hydroélectricité étaient déjà des bases bien installées. 20% à travers le monde et plutôt 10-15% en Europe ou en France. Et pour la décennie à venir, on attend encore une forte croissance. Alors, la base installée a beaucoup cru, donc les chiffres, ils sont peut-être un peu moins, comptés 10-15%. Mais quand l'économie croît entre 1 et 3% par an, je pense qu'on peut se réjouir que le secteur des renouvelables augmente fortement. Et pour EDF, et notamment EDF Renouvelables, on accompagne ces marchés. On est présent sur les 5 continents, dans une vingtaine de pays. Ça permet de couvrir à peu près 80% du marché. Et on croît à bon rythme avec quelques rééquilibrages. Et ces dernières années, on a été un petit peu plus européen et singulièrement français qu'on l'était il y a une dizaine d'années. Et ça va se poursuivre? Vous allez devenir de plus en plus français maintenant que le marché français a plus de visibilité? C'est sûr qu'aujourd'hui, on va y revenir, toutes les énergies renouvelables représentées dans la salle sont désormais compétitives. Et donc, la plupart des grands pays, et l'Europe et la France, embrassent très largement les renouvelables. Des objectifs ambitieux, nécessaires, mais ambitieux, ont été fixés. Donc oui, on est présent dans l'ensemble de ces pays. Et s'agissant d'une entreprise qui s'appelle l'Électricité de France, vous ne serez pas surpris qu'elle soit assez présente en France. Faut dire qu'il y a 5 ans, en solaire, par exemple, on était tout petit. On était peut-être à 3% de part de marché dans les profondeurs du classement. Donc sans du tout viser un monopole, je rassure toute personne qui pourrait croire ça dans la salle, on a cru pour rejoindre un peloton de tête avec Total, avec Engie, avec quelques autres, pour être voilà, dans un peloton de tête avec des parts de marché qui sont vers 10-15%. Donc ça reste un marché diversifié, concurrentiel, c'est très bien ainsi. Il y a des grandes entreprises, moyennes, plus petites, ça nous va très bien. Alors, on va rester d'abord dans l'électricité avec Patrick Pouyanné. Vous avez évoqué lors de la rencontre du MEDEF, de l'AREF, il y a quelques semaines, votre montée en puissance dans la production d'électricité, notamment renouvelable, en disant on est aujourd'hui dans le top 15, on vise le top 5. Alors, un peu même question, aujourd'hui vous en êtes, et est-ce que le rythme de vos investissements va s'accroître? Écoutez, bonjour d'abord, ravi d'être parmi vous. Le syndicat des énergies renouvelables, de m'accueillir. Effectivement, nous avons décidé il y a 4-5 ans de devenir un électricien renouvelable et avec également des moyens de production flexibles de taille significative. Nous visons de pouvoir produire plus de 100 TWh à la fin de la décennie. Nous avons accéléré nos investissements. On est passé de 1, 2, 3, 4 milliards cette année, uniquement dans la partie électricité renouvelable. Puis on consacre 1 milliard aux molécules bas carbone, je dirais, pour revenir biogaz et autres hydrogènes. Donc c'est un mouvement très significatif. C'est le niveau qu'il nous faut pour nos capacités brutes sont passées à près de 20 gigawatts maintenant. On vise 23 à la fin de l'année, 35 en 2025. Sachant qu'on garde à peu près la moitié des projets, donc passer des bruts au net, c'est assez facile. Et l'ambition étant 100 gigawatts et non plus de 100 TWh à l'horizon 2030. Donc oui, on construit cet industriel, cet électricien d'un nouveau genre pas à pas. On produit d'ailleurs nos résultats. Cette année, on va faire à peu près 2 milliards de cash
par rapport à 4 milliards d'investissements, c'est pas si mal après 4-5 ans. Alors dans tout ce paysage, on le fait mondialement, on le fait d'abord en priorité dans un certain nombre de marchés dérégulés, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas du renouvelable à prix garanti. Certes, il nous faut une sécurisation à long terme d'une partie de notre portefeuille, mais en fait, on veut aussi profiter de la volatilité des marchés, comme on le fait profondément dans le pétrole et dans le gaz. On a un bilan, c'est la grande différence entre les grands électriciens et nous. Nous, on a un bilan totalement désendetté. Donc, on peut prendre ce genre de risque. C'est ce qu'on fait dans nos autres hydrocarbures. Donc, marché dérégulé, c'est l'Europe, les États-Unis, Brésil, Australie, en gros. Et puis après, ce sont de pays pétroliers où on essaye de combiner, d'aider la transition de ces pays, comme on vient de le faire en Irak. Et puis, on a un certain nombre d'autres portefeuilles. Alors, la France, dans tout cela, on a aujourd'hui 1,6 gigawatts en France, éolien solaire. C'est pas beaucoup. Enfin, l'ambition, c'était d'être à 3 gigawatts en 2025 et, si possible, un peu moins de 10% du portefeuille à l'horizon 2030. Honnêtement, ce n'est pas le pays où on avance le plus vite. Alors, vous n'y serez pas, vous ne serez pas à vos objectifs le 3 en 2025, il va falloir que mes équipes, il faut qu'elles accélèrent un peu le rythme annuel, mais enfin, elles savent qu'elles doivent être au rendez-vous. Donc nous, on a accueilli avec plaisir toutes les initiatives récentes de planification d'éolien offshore ou des tentatives d'accélération des énergies renouvelables en France, parce qu'on en a besoin collectivement. Enfin, j'écoutais hier les orientations données par le secrétaire général de la planification écologique. Ils veulent faire x2 sur le solaire. Pour faire x2 sur le solaire, il va falloir qu'on s'y mette tous en termes de foncier, de permitting, etc. Pour moi, le sujet n'est pas du tout un problème de manque de moyens financiers. Il y a les moyens financiers. C'est vraiment maintenant la mise en œuvre, la capacité à délivrer les projets. Il y a les moyens financiers et l'envie. Et c'est pas seulement, comme on l'a fait, du foncier dégradé qu'il faut valoriser. Maintenant, il faut aussi, sans doute, un risque associé, le monde agricole, le monde industriel, le monde économique, pour apporter une énergie qui, d'ailleurs, est un moyen de sécuriser des prix de l'énergie à moyen et long terme. Donc, c'est sans doute un des débats d'aujourd'hui. Juste une petite précision. Vous avez évoqué la rentabilité de vos investissements dans les énergies renouvelables, alors qui restent quand même moins rentable a priori que les hydrocarbures. Mais est-ce que maintenant qu'il y a de la rentabilité, est-ce que aussi ça facilite les choses au niveau, par exemple, de votre conseil d'administration pour vendre une vision à long terme? Et je pense notamment à certains groupes pétroliers qui font un peu des allers-retours. On avait eu des annonces et puis certains font un peu machine arrière aujourd'hui. Moi, je ne vais pas parler pour les autres. Moi, non, je sais ce que fait Total Energy. Je suis en charge que de Total Energy et le conseil d'administration. Est-ce que la rentabilité, ça aide aussi Non, mais c'est pas... Encore une fois, d'ailleurs, ce qu'on vise, nous, c'est ce qu'on appelle le business integrated power. Ce n'est pas simplement les énergies renouvelables, c'est un moyen de produire. Mais à la fin, ce qu'on veut, c'est fournir aux clients ce que j'appelle du clean firm power, une électricité décarbonée, propre et sans intermittence. Parce que le client final, lui, veut un produit qui soit des électrons permanents. Et c'est ça notre business model. Donc il nous faut des actifs renouvelables, mais il nous faut aussi des actifs flexibles, des batteries pour pouvoir faire ça, des centrales à gaz, il ne faut pas le cacher, parce qu'aujourd'hui, il y a tant une flexibilité. Il nous faut des outils de trading, des outils de transport. Donc c'est toute cette chaîne qu'on regarde. Et aujourd'hui, notre rentabilité sur ce secteur, puisqu'on en produit les résultats, elle est de 10% sur capital employé. Ce qui, honnêtement, est déjà un très bon résultat. Vous savez, quand même dans le pétrole et le gaz, à 50-60 $ du baril, je fais 10 à 12% de rentabilité. Alors bien sûr, à 195 $, j'en fais 20. Mais donc, la volatilité est plus forte. Donc il ne faut pas... Le débat, pour moi, nous, on a bien sûr qu'à la fin, on n'est pas mécène, qu'on vise à établir un business rentable. Mais arriver à 10-12% de rentabilité dans ce secteur-là, moi, ça me va et ça va convenir à nos actionnaires. Les actionnaires, la seule question qu'ils ont, c'est que vous investissez 4 milliards par an, quand est-ce que ce secteur va devenir générateur de cash flow pour l'entreprise? C'est probablement dans 5 ans, pas beaucoup plus. Et donc, construisons ce business de taille mondiale. Et voilà. Et donc, par ailleurs, je vous dis que c'est pas très compliqué en ce moment de satisfaire les actionnaires Total Energy, vu les résultats qu'on a de l'autre côté de notre activité. Oui, mais vous savez, à la fin, la liberté d'une stratégie, vous la gagnez parce que vous délivrez vos résultats. Nous, on s'est engagé dans une diversification et on va, contrairement à certains de mes pairs, notre stratégie, comme ça a été annoncé, restera la même. On est têtu parce que dans l'énergie, il faut du temps long. Et si je fais des allers-retours, je suis sûr qu'à la fin, je n'obtiendrai pas des résultats. Et donc, 4 milliards par an pendant plusieurs années, avec les effets de levier, on est en train quand même de financer à peu près 10 milliards de projets d'énergie renouvelable, un peu plus de 10 milliards chaque année dans le monde. Donc c'est des efforts, on va toujours me dire, vous pouvez en faire plus, mais déjà, faire tout ça, c'est déjà pas mal.
Mais dans l'économie, on n'attend pas la même rentabilité dans toutes les activités. Ça dépend de la technologie, du pays, de la façon dont on vend son produit. Et donc, sous le contrôle de Patrick, on n'attend pas la même rentabilité du pétrole en Angola et du solaire vendu à la creux en France. Certes. Alors, Enfin, à $60, moi, mon objectif, c'est d'avoir la même. Et on va y arriver. Mais je ne le vendrai pas à la creux à prix fixe, ça c'est sûr. Alors, Laurence Poirier-Dietz, Patrick Pouyanné a un peu évoqué le gaz. On va continuer sur le gaz et on va parler plus spécifiquement du biométhane. Donc, aujourd'hui, un peu la vision sur le biométhane, la trajectoire que vous voyez sur le terrain. Bonjour d'abord. Merci de l'invitation. Alors oui, la filière biométhane, elle est développée en France. On a fêté d'ailleurs la semaine dernière les 10 ans de la première injection en méthanisation agricole. C'est une filière que l'Europe nous envie, et parfois même quelques pays dans le monde au-delà de l'Europe. On a maintenant plus de 600 méthaniseurs qui sont raccordés au réseau. Donc la filière de méthanisation, elle est essentiellement agricole, mais aussi se développe de la méthanisation sur les stations d'épuration, avec les bouts des stations d'épuration. Et puis elle est assez prometteuse sur le monde des déchets et des biodéchets, dont la collecte doit démarrer à partir de janvier 2024 par les collectivités locales. Donc ça veut dire qu'on a une filière qui a trouvé sa place avec une structuration des entreprises, des grands groupes et même des start-up, des entreprises qui sont là, qui permettent d'être très, je dirais, très ambitieux. Alors les objectifs de la filière, c'est simple, ils ont été complètement dépassés. Donc évidemment que c'est très intéressant d'avoir des nouveaux objectifs ambitieux, largement, parce que c'est une contribution au mix énergétique et une capacité à le faire dans les territoires. Donc vraiment, cette filière-là, elle a de la valeur en France, en local, avec l'économie circulaire qu'elle produit, et on est capable d'accélérer beaucoup. C'est 11 TWh à date de capacité installée. C'est dans la puissance de 2 réacteurs nucléaires, donc ça veut dire qu'on progresse tous les ans de 3 TWh environ. Donc laissons-la grandir, et vraiment elle apportera beaucoup. Et est-ce que, pardon, les trajectoires qui ont été données par le SGPE, en attendant qu'on voit dans la PPE, mais la ministre a dit tout à l'heure que ces trajectoires donnaient le là, est-ce que ces trajectoires vous conviennent? Est-ce que c'est suffisant pour vous? La filière, elle considère qu'on a une capacité à réaliser 20% de gaz renouvelable à horizon 2030. Et ça, c'est vraiment très important que ce soit effectivement les trajectoires retenues. Et j'ai entendu tout à l'heure, vraiment, je pense que c'est une bonne nouvelle que d'avoir, dans les propos de la ministre, elle l'a dit, une capacité à revoir les trajectoires quand elles sont atteintes. Donc ça veut dire qu'on a une capacité qu'il faut vraiment donner, parce que la filière, elle a besoin de stabilité, elle a besoin de visibilité, comme toutes les filières, c'est très logique. Donc ce 20%, il est largement atteignable. Pour mémoire, ce 20% de gaz renouvelable, gaz vert, biométhane essentiellement, c'est plus que ce que la France allait chercher en termes d'approvisionnement de gaz fossile en Russie. Alors un mot aussi, Bruno Bensasson, sur les trajectoires justement SGPE. Qu'est-ce que vous en pensez ? Globalement, on se retrouve dans la politique avec ce triptyque efficacité énergétique, sobriété nucléaire et renouvelable. Les trajectoires, elles sont, nous semble-t-il, à la fois ambitieuses et sortir des énergies fossiles telles qu'on les connaît en 30 ans. Quand je dis telles qu'on les connaît, c'est sans capture et stockage du CO2. On y reviendra. C'est un défi, c'est pas évident. Ça peut avoir un coût, on y reviendra aussi. Donc c'est à la fois ambitieux mais réaliste, nécessaire. Je pense qu'il faut consacrer plus de temps à la question de savoir si on va arriver à les tenir et comment on va arriver à les tenir que de revoir les objectifs. Les objectifs, c'est bon, ils ont été fixés, c'est la neutralité carbone. Maintenant, il faut voir comment on les atteint, et c'était déjà le but de la loi accélération des renouvelables. Là, on est vraiment dans le temps de la mise en œuvre. On n'est plus, me semble-t-il, dans le temps de discuter, de ressasser les objectifs. Et sur la mise en œuvre, il y a beaucoup à dire.
On va y revenir, mais juste un commentaire aussi de Patrick Pouyanné sur les objectifs pour les différentes filières en France. Non, mais moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Bruno. Bon, les objectifs, c'est des papiers. Ce qu'il faut, c'est faire. Je pense que sur le biométhane, l'idée de passer à des mandats d'incorporation plutôt que des questions de subvention budgétaire, c'est une bonne idée. On a développé les biocarburants comme ça en France. On a beaucoup poussé cette idée. Enfin, j'ai personnellement poussé cette idée auprès de Bercy parce que je pense que c'est une bonne façon. Et d'ailleurs, les mandats de biocarburants en France, on les révise chaque année, toujours au fur et à mesure des progrès. Donc, je pense que c'est une bonne façon de libérer et d'arrêter d'être cantonné par un quantum de subventions d'État. Voyons qu'est-ce qu'on sera possible de faire collectivement, et puis on fixe la pénalité si on ne les atteint pas, et ben vous allez voir que c'est incitatif. Pour que le marché fonctionne, ça fonctionne dans les biocarburants, ça doit fonctionner sur le biométhane, où il y a effectivement un gros potentiel à développer dans le pays, supérieur à, sans doute, on ne va pas pouvoir le numéro 1 en Europe, ce qu'on n'est pas encore. Sur le reste, moi je suis d'accord, enfin, alors, il y a un objectif où il faut de la planification, c'est l'éolien offshore, où on avance trop lentement, appel d'offres, un projet par un projet. Il faut sans doute être capable de faire des paquets de projets. Nous, on vient de gagner 3 gigawatts en Allemagne, on en a gagné aux États-Unis. J'aimerais bien pouvoir avoir l'opportunité. Donc je pense que là, il faut maintenant massifier les appels d'offres. Ça permet d'ailleurs de diversifier les acteurs et d'arrêter de dire qu'il y a un monopole qui n'en est pas un. Non, mais je veux dire, je pense que la planification... Non, mais il faut maintenant donner les moyens et faire confiance aux acteurs. Lorsqu'on s'engage, j'ai entendu beaucoup de bêtises sur notre appel notre offre en Allemagne, si on a acheté ces licences, on n'est pas complètement devenu fou. On sait comment obtenir la rentabilité sur ce projet-là. Il se trouve que le marché allemand de l'électricité, qui n'aura pas de B nucléaire, mais qui aura que de l'électricité et du renouvelable et du gaz, son prix va s'établir pas à 50 € par mégawattheure, ça je vous le garantis. Donc voilà, donc il faut avoir ces perspectives-là. Donc moi, ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on fasse, là où on a besoin de l'État, je vous utilisez le mot planification, c'est vrai pour l'offshore, mais c'est vrai aussi quelque part pour avancer à terre, parce qu'on voit bien que lorsqu'on est compagnie privée, ou compagnie, une entreprise face à toutes les parties prenantes localement, on a du mal à régler tous ces problèmes je dirais, des envies de ceux qui veulent pas, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à progresser collectivement dans l'acceptabilité de ce projet. Donc, les objectifs, très bien, trouvons Maintenant, les moyens de faire, c'est mieux, quoi. Alors, pour trouver les moyens de faire, qu'est-ce qui, effectivement, vous l'avez évoqué, Bruno Bensasson, on a eu la loi d'accélération, mais on attend encore des textes. Les top priorités pour vous? Alors, si on considère les freins, il y a eu le frein politique, mais aujourd'hui, je crois que le vieux débat nucléaire contre renouvelable, il est largement derrière nous, en tout cas dans la majorité des esprits. Il y a eu encore peut-être un peu de timidité sur certains aspects de cette loi, notamment sur l'enjeu du solaire, et on ne pourra pas faire que des friches et des délaissés industriels, je suis d'accord avec Patrick Pouyanné. Donc le solaire sur terre agricole, il faut le faire en bonne intelligence entre le monde agricole et le monde de l'énergie, mais il faut le faire plus. Sur les éventuels freins administratifs, là aussi, il y a eu des progrès, les procédures s'accélèrent. Je pense que pour aller plus loin, il faut à la fois des procédures plus simples, et les exemples voisins dans des démocraties montrent que c'est possible, et un petit peu plus de moyens. Et puis, il y a les freins de notre côté, du côté industriel, j'en citerai quelques-uns. Financiers, pas tellement. L'épargne abonde. Alors évidemment, les taux ont monté, mais ils ont monté pour toutes les technologies. Humain, oui, on a besoin de beaucoup de travail, donc beaucoup de gens, mais nos métiers attirent des femmes et des hommes, donc je dirais que ça, c'est plutôt positif. Équipement, il y a une tension, on le sait bien, sur les bateaux, sur les turbines, donc en tout cas conjoncturellement. Mais je pense que la tension, le sujet de long terme qu'on doit continuer à travailler, et c'était l'objet de la loi, c'est le foncier. Oui, nos énergies renouvelables, elles ont plein de mérites, mais Jules l'a dit, elles se voient dans les paysages, il faut l'admettre, il faut l'accepter. Et donc, cette acceptation, elle n'est pas d'emblée, il faut la construire, il faut aller au bon endroit. Et ce foncier, si on ne veut pas que les loyers explosent à des valeurs déraisonnables et intolérables pour le monde agricole, il faut qu'on travaille ce sujet du foncier. Alors, juste une question sur l'éolien en mer pour vous et pour Patrick Pouyanné, puisque vous êtes deux acteurs de l'éolien en mer. La ministre, tout à l'heure, a dit, on sait que c'est un défi d'arriver aux objectifs des 18 gigawatts, et d'autant plus quand on regarde là à l'international, on voit certains acteurs se retirer, on voit le problème de l'inflation qui pèse beaucoup. On a vu un appel d'offres au Royaume-Uni où il n'y a pas eu de candidat, où il n'y a pas eu d'offre déposée.
Du coup, est-ce que ça peut refroidir sur les ambitions dans l'éolien en mer et notamment dans l'éolien flottant? Alors c'est marrant parce que sur l'appel d'offres éolien flottant, il y avait 2 candidats, je pense Total et EDF, et on n'y a pas été parce que les autorités britanniques avaient mis des prix plafonds. Donc quand vous mettez un prix plafond trop bas, ça passe pas. C'était vrai en flottant, c'était vrai en posé. En posé, ils ont mis 44 livres. Hein. Alors des livres 2012, bah, ça passe pas. Pour en revenir à la France, je dirais qu'on a démarré très lentement par rapport au Royaume-Uni. Le Royaume a été uni beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Là, avec la planification par façade, c'est une très bonne chose de la loi. Donc je pense qu'on va accélérer. Je souscris totalement à ce qui a été dit plus tôt. Des plus gros appels d'offres, donnant plus de place à plus de lauréats. Ça sera très bien. Sur ce que vous disiez sur l'inflation, les taux d'intérêt, je ne dis pas que ça n'existe pas en France, mais vous entendrez peut-être un peu moins parler, parce que, en l'occurrence, les cahiers des charges français sont plutôt mieux faits que dans d'autres pays, et vous avez des indexations sur les taux d'intérêt, sur l'inflation des équipements, indexations qui ne sont pas parfaites, mais qui réduisent les problèmes qu'on peut rencontrer, sinon qu'on rencontre les uns et les autres aux États-Unis, au Royaume-Uni, où vous proposez un prix en 2018 et puis vous retrouvez 4 ans après avec des prix d'équipement et des taux d'intérêt qui ont beaucoup changé, et ça force à rouvrir les discussions. Oui, je pense que la vraie difficulté, c'est le temps long que nécessite l'éolien offshore. L'éolien offshore, c'est une industrie très différente de ce qu'on fait à terre. Ça ressemble beaucoup en fait au monde du pétrole et du gaz. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on y investit plus lourdement. Parce qu'en fait, votre cycle d'investissement, c'est plusieurs années. Entre le moment où vous obtenez la concession, le moment où vous pouvez aller, le permitting, les investissements. Et donc, il y a quelque chose effectivement de faux, c'est de croire qu'on peut parier sur un prix fixe 10 ans avant dans un monde qui bouge. C'est ça la difficulté. Donc, il faut trouver des moyens de décoincer cette idée que les États sont confrontés à la fois avec l'idée de garantir un prix pour le consommateur in fine, et en même temps faire que ces projets se développent. À la fin, quand vous avez un prix plafond qui est inférieur à vos coûts, et le flottant, honnêtement, aujourd'hui, il n'est pas au même prix que le posé. Il est bien au-dessus, en fait, quelque part. Donc, il faut laisser un espace de liberté. Nous, d'ailleurs, enfin, de notre côté, on pense qu'un bon moyen, de ce point de vue-là, l'offre allemande nous ferait plus de flexibilité, c'est que, oui, on peut chercher à garantir une partie des revenus et l'État, mais on cherche aussi à garder une partie de liberté pour aller vendre une partie de cet éolien offshore à des industriels. Un industriel, aujourd'hui en Europe, à qui on propose un contrat long terme, même à 70 € du mégawattheure, il va être prêt à le signer. Donc, pourquoi faut-il absolument tout nationalisé par un CFD pour après redistribuer. Donc je pense qu'il faut faire confiance dans cette affaire à ce que ce marché de l'électricité, il faut en faire un marché maintenant. Les énergies renouvelables ont beaucoup progressé. Donc on n'a pas besoin d'avoir toujours une vision d'une économie régulée et contrôlée. Faisons confiance aux forces. Il y a une offre et une demande. Certes, les États doivent protéger le consommateur résidentiel, c'est ce qu'on fait à travers divers mécanismes, mais il faut plus d'innovation, plus capable d'ouvrir. Au passage, quand même, bon, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'État français, quelque part, il fait un drôle de choix aujourd'hui. Quand je vois l'argent qu'ont reçu les États-Unis ou l'Allemand en attribuant des concessions rares maritimes, parce que les concessions maritimes sont rares. C'est comme des fréquences de télécom. Et distribuer ça gratuitement, uniquement d'un prix, moi, en tant que citoyen français, ça me choque un peu. Vous êtes prêt à payer pour avoir bien évidemment, et regardez regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Les 3 entreprises françaises que nous représentons ont dépensé, il y a 2 ans, plus de 3 milliards de dollars aux États-Unis pour acheter chacun une concession maritime. Voilà, donc je dis simplement... Alors bien évidemment, à la fin, ça a un impact sur le prix final. Mais d'accord, mais je pense que EDF a participé à cette concession maritime aux États-Unis. Donc je ne vois pas ce qui serait valable en Allemagne, aux États-Unis, ou au Royaume-Uni d'ailleurs, parce qu'au Royaume-Uni c'est le même mécanisme, on ne serait pas valable en France. Donc il faut maintenant trouver des moyens de décoincer tout ça. Voilà. Bon, pour revenir sur votre question, juste un commentaire sur les freins. Moi je pense qu'à terre, on a un sujet majeur, c'est le permitting, il ne faut pas se le cacher, foncier permitting. Bon, moi je suis désolé, mais permitting, il faut plus de fonctionnaires pour traiter tous ces dossiers. On n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi, tous les tas tournent en rond, on parle de procédures, mais la vérité, c'est qu'on a des procédures. Moi, je ne crois pas beaucoup à la simplification administrative, parce que malheureusement, chaque fois qu'on crée une procédure, on en ajoute. Et pourquoi ? Parce que quelque part, quand les textes vont au Parlement,
à juste titre, les parlementaires défendent aussi les intérêts locaux. Et donc, il faut prendre cette dimension locale en place. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des guichets. C'est du monde derrière les guichets. Si on veut vraiment faire x2 sur le solaire en France, ben, il faut faire x2 partout. Et pas simplement en disant qu'il faut faire x2 dans les financements. Donc ça, et puis il y a un deuxième sujet qui est quand même derrière les contentieux, qui sont compliqués. Alors j'ai vu qu'il y avait un article dans la loi Industrie verte qui essaie de contrôler les contentieux dits abusifs, enfin une notion de... Mais ça c'est un vrai deuxième sujet. Comment on fait pour quelque part avoir une instance? Alors je sais bien qu'on a des... On est dans un État démocratique et c'est toute la difficulté de combiner cette envie de planification, d'accélérer avec tous nos principes démocratiques auxquels nous tenons. Mais pour moi, ce sont les sujets qui aujourd'hui freinent. Un manque de services instructeurs, beaucoup de monde, des procédures un peu compliquées et en plus, et après, une foison de contentieux qui prend du temps. Donc est-ce qu'on peut avoir sur ces contentieux une façon accélérée de les traiter? Parce que c'est souvent des choses qui se ressemblent. Bon, il faut écouter les parties prenantes. Mais quand ça prend des années, il faut trancher. Quoi. Voilà un peu les choses pratiques sur ce sujet-là. Je reviens rapidement sur deux sujets évoqués. Sur l'aspect administratif, j'ai dit à la fois simplifier les procédures et améliorer les moyens, les renforcer. Je dis l'un et l'autre parce que sinon, et j'ai travaillé comme Patrick un peu dans l'administration, on sait que plus il y a de personnes, plus il y a de procédures aussi. Et quand on regarde les voisins, je pense qu'on peut économiser. Et puis, à la fin, on sait aussi qu'il y a une contrainte de dépenses publiques. Donc, demander plus de fonctionnaires, c'est sympa, chacun pour soi. Mais à la fin, il y a une contrainte. Sur les baux, d'abord, comme Total, nous jouons les jeux tels que les règles sont fixées. Donc, j'accepte toutes ces règles. Je crois qu'il y a deux grandes différences entre les États-Unis et l'Europe. D'abord, aux États-Unis, l'éolien maritime est encore hors de la monnaie. Il est cher. Donc rajouter des taxes d'accès à l'espace maritime, à la fin, c'est un jeu entre l'État fédéral qui récupère les taxes et le consommateur du New Jersey ou du New York qui va payer ça sur sa facture. Ça se discute. En Europe, pour le coup, l'éolien maritime, en tout cas posé, est dans la monnaie. Et donc il y a deux façons pour les États de le percevoir. Soit c'est tout de suite sous la forme de baux maritimes, soit c'est donc à la manière allemande ou britannique, soit c'est à la manière française, plus tard au travers du bénéfice que les États tireront des CFD. Mais je suis d'accord avec Patrick, si on pouvait avoir une dose de corporate PPA en mer, comme j'y reviendrai, on les développe beaucoup à terre, ça serait bien. Alors, on va revenir au gaz et au biogaz notamment. Pour vous, Laurence Poirier-Dietz, dans votre secteur, les principaux freins, sur quoi il faut agir? Est-ce que c'est aussi le foncier, le permitting? Quels sont les principaux leviers à activer? On l'a déjà dit, hein, le grand sujet, c'est la stabilité et la visibilité réglementaire. Par exemple, là, on est très heureux, la filière a été heureuse d'accueillir une évolution des tarifs du biométhane qui évidemment était trop bas parce que la crise post-Covid, des matériaux, l'inflation avait mis un certain nombre de projets à l'arrêt. Et donc on voit maintenant, avec ce qu'a pris comme décision la ministre pour les revoir, la filière redémarrer et c'est très important. On attend aussi les certificats de production de biogaz parce qu'évidemment, quand on veut structurer une filière comme ça, il faut qu'un cadre réglementaire soit stable et qu'il soit stable et visible pour l'ensemble de la filière. C'est à la fois les producteurs agricoles qui vont plutôt travailler avec des tarifs parce que pour 15 ans, c'est sécure et aussi parce qu'un agriculteur, il est avant tout un exploitant agricole et qu'il va pas s'occuper majoritairement de vendre le biogaz qu'il produit. Donc un tarif est intéressant pour lui. Pour d'autres acteurs, des industriels, comme on a pu l'évoquer, c'est intéressant d'avoir des certificats de production de biogaz et on attend le deuxième décret là et je crois qu'il est prévu d'ailleurs de passer en Conseil supérieur de l'énergie cette semaine. Et donc nous appelons de nos voeux évidemment une trajectoire qui soit ambitieuse. Et puis il faut aussi les BPA. Les BPA, ils ont été permis dans la loi d'accélération des ENR. C'est les cousins des PPA, donc c'est les Biogas Purchase Agreement. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a des industriels qui sont intéressés pour se décarboner et donc qui ont envie d'acheter directement aux producteurs du biométhane, du biogaz pour leurs activités. Et ça,
ça doit se mettre en œuvre rapidement. Enfin, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que au-delà de cette première, je dirais, génération de production de gaz renouvelable par la méthanisation, il y a d'autres filières qu'on appelle les deuxième génération ou troisième génération, avec des technos nouvelles qui sont la pyrogasification, la gasification hydrothermale. Et là, ce sont des technos qui ont encore besoin d'aller à maturité et d'avoir des premiers pilotes. Donc là, la demande qu'on formule, et le gouvernement y réfléchit, c'est d'avoir un premier appel à projet qui permettra d'avoir des pilotes dans ces technos et donc de mesurer à quel prix et comment ces sujets peuvent aller maintenant à maturité pour se développer assez vite. On est là dans un monde plutôt industriel. Donc voilà. Et le dernier sujet pour moi, c'est un peu, d'ailleurs, le titre du colloque. Le contrat social, c'est aussi dans les territoires. Dans les territoires, il faut, les collectivités locales, les élus ont parfaitement compris comment ils peuvent, chacun à la maille de leur territoire, gérer cette transition qu'on veut mener et avoir ces productions locales qui apportent de la valeur en termes d'économie circulaire, en termes d'emplois locaux, en termes de consommation locale. C'est aussi ça, une des clés de l'acceptabilité, et c'est aussi ça qu'il faut savoir parfaitement mener en adhérence avec les territoires pour que ces ENR se développent à très bon rythme. Alors, il y a des questions de la salle donc, que l'on me transmet par téléphone. Donc, il y en a une pour vous, Madame Poirier-Dietz. Alors, question de la salle. Qu'en est-il des fuites de biométhane à l'heure actuelle sur les installations de biogaz, ce qui nuit, voire annule les bénéfices carbone de cette technologie ? Alors, la filière, j'entends qu'il s'agit des fuites la question se porte sur les installations. Oui, apparemment sur les installations de biogaz. Alors, cette filière, elle a moins de 10 années. C'est une filière qui s'est construite très rapidement et dans laquelle, d'ailleurs, on peut souligner la création de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui a su travailler à la fois pour évidemment faire évoluer le cadre réglementaire, mais aussi pour apporter du retour d'expérience à l'ensemble des agriculteurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, ces sujets-là, ils sont extrêmement traités pour que la filière, elle soit de plus en plus performante, formée, mieux formée, des installations qui sont commissionnées au moment où elles sont mises en service, de façon à être tout à fait performantes. Et en général, il n'y a pas de fuite de biométhane puisque l'installation, elle est prévue pour avoir une torchère. Donc ça veut dire qu'on brûle le gaz si on a évidemment une difficulté au moment sur l'installation. Donc voilà, il faut se dire que cette filière arrive maintenant avec un niveau de professionnalisme très grand. C'est d'ailleurs ça qu'on nous envie en Europe. Alors, autre question de la salle. Quid du bio-GNV ? Ça peut intéresser plusieurs d'entre vous, mais la question, c'est l'État a donné des millions d'euros pour mettre en œuvre des unités de méthanisation sur les territoires ruraux. Quid du bio-GNV pour la mobilité, en particulier la mobilité lourde, poids lourds et bus ? Alors, la mobilité bio-GNV, c'est effectivement un développement très important sur les bus et cette année, d'ailleurs, on le voit dans les immatriculations. C'est aussi toute l'histoire en local, et je l'évoquais tout à l'heure à la précédente question, le contrat social dans les territoires, de pouvoir avoir cette énergie locale produite localement et faire fonctionner les bennes à ordures pour le ramassage des déchets et faire fonctionner les bus pour le transport scolaire. Donc ça veut dire que, et les transports routiers. Aujourd'hui, c'est une filière totalement mature, qui, à horizon 2035, permet très clairement de décarboner tout le secteur de la mobilité lourde. Donc ça veut dire que cette filière, elle ne demande que, évidemment, elle aussi, avoir de la visibilité, parce que ça fonctionne pleinement et ça donne entièrement satisfaction. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, la part des bus, elle est très forte, et la part des camions, elle monte aussi énormément. Donc ça veut dire qu'on a une techno là capable de rendre une décarbonation du secteur des transports qui, je le rappelle, est le premier poste sur lequel on doit travailler. Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord, c'est une solution. Le vrai challenge du biométhane, du bio-GNV, il ne faut pas se le cacher, c'est le passage à l'échelle de la production. Pour l'instant, la demande, profondément, est plus importante que l'offre. De la part de tous. Donc,
Et c'est un vrai challenge parce qu'on sait que les unités elles-mêmes, individuellement, bon, sont pas des gros volumes. Donc il faut multiplier les unités, donc multiplier les impacts locaux avec toutes les difficultés. Donc il y a, pour moi, c'est une filière qui présente un vrai intérêt parce qu'on est sûr que si on arrive à produire, on va trouver des clients. Mais il faut faire attention à ne pas générer trop de clients, trop d'attentes des clients par rapport à notre capacité à offrir. Parce qu'à la fin, on aura des choix à faire entre à qui on va donner ce biométhane. Entre du corporate qui veut décarboner son gaz, entre du transport, etc. Donc il y a bien, et c'est toute la difficulté d'ailleurs de toute cette filière de la biomasse généralement, où on sait qu'on a un gisement qui n'est pas infini, alors on peut aller chercher les déchets, etc. pour le biométhane, mais on doit faire des choix après d'allocation vers à qui on va aller donner cette biomasse en termes et en fait on fait compétition. Moi je me rends compte en ce moment qu'entre produire des carburants aériens durables pour l'aviation, utiliser des déchets d'alcool ou utiliser les mêmes déchets alcool pour faire du biométhane, ben j'ai deux business dans l'entreprise qui veulent le même gisement de ressources. Et donc à la fin, il faut qu'on arbitre entre qu'est-ce qu'on va allouer pour faire de l'alcool tout carburant aérien durable, qu'est-ce que je vais faire de ces déchets alcooliques pour aller vers le biométhane. Donc c'est concret. Et donc et en fait à la fin, comment ça va s'arbitrer économiquement? Je pense que ça va être en fonction de la capacité qu'on aura à décarboner et donc du prix in fine que seront prêts à payer les diverses filières. Il faut pas. Donc il y a un sujet compliqué. Dès qu'on parle biomasse, on parle quand même aujourd'hui. Beaucoup de gens s'y intéressent. Voilà. Donc le bio-GNV est une voie. À mon avis, il y aura d'autres voies pour aller décarboner les transports. Et in fine, c'est le prix qui sera déterminant. Alors, vous avez parlé on a commencé à parler de la décarbonation des transports, décarbonation aussi de l'industrie. C'est un des objectifs du déploiement des énergies renouvelables. Les PPA, vous en signez effectivement des PPA. EDF Renouvelable en a signé un avec Plastic Omnium sur 20 ans, qui a été annoncé il y a quelques jours. D'autres ont été signés. Est-ce que vous voyez vraiment là une accélération forte dans ce domaine? Alors, oui, on voit une accélération, en particulier en France. D'abord, avant peut-être de venir sur les PPA, on est à l'amont, on est dans la production d'énergie renouvelable et on doit emmener ces énergies renouvelables et nucléaires vers de plus en plus d'usages. Alors, parfois sous forme d'électricité, quand c'est le plus simple. Je pense que les réfrigérateurs, les ordinateurs, ça continuera à l'électricité. Peut-être que les véhicules électriques, donc dans le transport individuel, l'électricité aura de l'avenir. Donc pousser l'électricité quand c'est économiquement le meilleur moyen, mais sinon, et pourquoi pas, sous forme de chaleur, sous forme de molécules, petites molécules d'hydrogène ou molécules un peu plus longues de méthane ou encore plus longues. Les avions, ils vont pas fonctionner à l'électricité, en tout cas, je ne le crois pas. Donc on a besoin de cette diversité de solutions. Dans l'industrie, l'électricité, ça fonctionne bien, et puis parfois on a besoin d'intensité énergétique qui appelle d'autres solutions. On y travaille, on reviendra peut-être sur l'hydrogène. Sur l'électricité, donc oui, les corporate PPA, ça existe depuis très longtemps. Ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'on fait ça, d'abord aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, puis au Brésil, maintenant en France. Alors pourquoi? Parce qu'en France, le coût des renouvelables est passé sous le prix de l'électricité, donc les gens sont intéressés. Et on a deux types de façons de vendre les PPA. On fait d'ailleurs les deux. Parfois, les clients organisent une enchère pour le prix du PPA le plus bas possible. Et puis parfois, c'est nous, les fournisseurs, qui organisons une enchère. Donc on en a fait une première l'an passé qui a bien fonctionné avec une quinzaine d'acteurs qui ont pris, y compris Plastic Omnium que vous citez, des PPA. Il y avait du 10, du 15 ou du 20 ans. Ils ont choisi en moyenne plutôt 19 ans avec des prix qu'ils ont jugés satisfaisants et nous aussi. Et on relance une nouvelle enchère. Oh bah, par exemple, tout à l'heure, Patrick Pouyanné parlait de 70 €. 70 €, oui, en ce moment, c'est un prix auquel on peut vendre un PPA, même si vous vendez sur des années prochaines, là, 23, 24, 25, qui sont chers, ça vaut même un peu plus. Mais sur le PPA, je pense qu'il faut faire attention. Il y a deux notions. Il y a vendre, ce que veut quand même le client profondément, l'industriel qui peut être dans la salle, c'est à la fin, encore une fois, une énergie sans discontinuité, à disponibilité garantie. Il ne veut pas simplement des électrons verts intermittents. Donc l'art du PPA, c'est pas simplement de matcher une capacité renouvelable en face d'un industriel. Et on voit une évolution là-dessus.
et notamment qui est encouragée par la crise du prix de l'énergie en Europe. La crise du prix de l'énergie en Europe, qui a fait monter tous les prix de l'électricité, bien évidemment, ouvre un espace économique. Et moi, je pense qu'une des réponses, parce que c'est non seulement des pipiers fournis par d'autres, c'est aussi d'ailleurs, au passage, mobiliser des propres fonciers industriels ou les toitures, etc. On a besoin de mobiliser de l'espace. On parlait de foncier, il y a du foncier qui peut être mobilisé pour investir avec les industriels et quelque part, à la fin, in fine, être capable de produire de l'énergie, parce que si on contrôle son coût, on contrôle le coût de l'énergie, c'est bien pour la garantie à long terme. Donc, je pense qu'on voit une évolution surtout sur ce secteur-là, ce qui est une bonne chose. Il y a un marché qui se crée, et je pense que c'est une façon, quelque part, d'animer le marché. Et encore une fois, c'est possible parce que les énergies renouvelables sont devenues compétitives. Et donc, on peut les marier plus facilement, on peut s'engager sur, à la fin. Et notre objectif chez Total Energy, c'est d'être capable justement de venir vers les industriels pour leur dire, vous aurez un pipier à disponibilité garantie et qui soit en plus décarboné vert. C'est ça l'objectif. Donc effectivement, ce qu'on offre, c'est pas une énergie strictement intermittente, on lui rajoute une cloche. Donc quand c'est de la production solaire, on appelle ça une cloche solaire. Ensuite, le parc, il produit ce qu'il produit. Et c'est pas un gros mot de reconnaître que nos énergies, elles ont plein de mérites, mais elles sont variables ou intermittentes. Et donc oui, il y a un travail, et ça vous surprendra pas qu'EDF puisse faire ce travail pour mixer les différentes énergies et à la fin satisfaire les besoins du client, y compris les besoins de pointe. Et donc c'est un mix énergétique avec du nucléaire, de l'hydro, du l'éolien, du solaire, etc., qui permet de satisfaire le système. Et alors, question de la salle à ce sujet, quid du stockage d'énergie? Est-il devenu compétitif en France? Où en sont les lancements de projets? Qu'en est-il des projections? Bruno Bensasson, Patrick Pouyanné. Non mais, encore une fois, on aura besoin de développer le stockage. Alors le meilleur stockage, c'est l'hydro, enfin, c'est l'hydro, bien évidemment, c'est l'eau, enfin, ou le stockage pompé, enfin l'eau pompée, le pumped hydro, c'est évident, enfin, c'est clair, c'est la gravité, c'est le plus simple. C'est un avantage compétitif d'EDF aujourd'hui. C'est pour ça que certains voudraient bien avoir accès à quelque peu d'hydroélectricité. C'est disponible sur le marché. Oui, oui. Non, mais c'est mieux de contrôler les coûts de production. Le marché ne reflète pas la notion de coût. Mais par ailleurs, oui, les batteries sont là. Et encore une fois, moi je vois une expérience aux États-Unis. Aujourd'hui, on est un très gros acteur, opérateur d'énergie renouvelable, par exemple au Texas. Nous, on ne lance plus de grands projets solaires sans qu'il y ait des batteries attachées. Parce que simplement, à midi, le prix devient négatif au Texas. Et donc, si vous êtes capable de stocker dans vos batteries, de relâcher votre électricité à 19h quand les gens rentrent à la maison pour manger et voir la télé, etc., ou la clim, vous gagnez de l'argent. Donc, encore une fois, les fonctionnements de marché, enfin, le marché fonctionne et génère cette innovation, génère cet investissement. Pour l'instant, en France, ça n'a encore une fois pas décollé très rapidement parce qu'on est dans un univers économique qui est encore pas mal contrôlé par des CFD, la Creux, etc. Mais donc il faut libérer. Alors, il y a eu des appels d'offres à OLT. Nous y avons participé. On construit en ce moment 160 ou 200 mégawatts, je crois, en France de batteries dans divers sites. Ça prend pas beaucoup de place. C'est pas si compliqué que ça d'ailleurs à installer. C'est une question de coût après pour arriver. Mais on en aura besoin. Des moyens flexibles sont indispensables. Il faut combiner à l'intermittence. Il faut répondre à l'intermittence des clients. Donc nous, on souhaite effectivement pouvoir développer l'hydroélectricité. Ça surprendra personne dans la salle au-delà de ce qu'on fait déjà. Pour les batteries, on s'adapte aux besoins du système. Donc on en fait déjà beaucoup aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui est une île et donc qui a un système électrique un peu différent du nôtre. Le Texas n'est pas une île, mais son réseau de transport est quand même très singulier. En France, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des outils de flexibilité qui fonctionnent suffisamment pour que le besoin de batterie soit moins évident. Dès lors qu'il sera présent, et parfois il est présent, on répond à la demande de RTE, il y a un certain espace pour les batteries. Juste, je voudrais revenir là-dessus parce qu'évidemment, toute cette question autour du stockage que vous évoquez et des réponses que vous apportez, c'est de manière macro, il faut revenir à un mix énergétique équilibré. C'est la complémentarité des énergies qui permet évidemment d'avoir la capacité à répondre en complémentarité aux énergies intermittentes et ENR avec des solutions de gaz renouvelables et surtout les stockages, les infrastructures qui apportent de la résilience au système. Et tout le monde sait que quand on n'a pas de résilience au système, eh bien là, évidemment, on se retrouve avec d'autres problématiques de prix et de difficultés en termes d'énergie pour nos industriels et pour l'économie.
Alors, une dernière question, puisque l'on arrive au terme de cette session. Question de la salle. L'objectif, c'est aussi de parler d'industrie de la transition énergétique. Donc, question pour EDF Renouvelables et Total Énergie. Comment envisagez-vous de contribuer à accentuer le développement des filières industrielles en France et en Europe dans la transition énergétique, et notamment sur l'éolien en mer ? Alors, l'éolien en mer, c'est peut-être la question la plus simple. Juste pour rappeler d'abord la place de l'industrie. Dans le monde, en 50 ans, depuis que je suis né, elle est passée de 40% à 25%. Et en France, de 30 à un petit 15. Donc oui, la place de l'industrie a baissé, d'ailleurs parce que sa productivité s'est améliorée. Est-ce que pour la France, c'est une spécialisation naturelle ou est-ce qu'il faut le déplorer? En tout cas, c'est le sujet sur lequel le Parlement s'est penché. Je pense pour renforcer l'industrie, qu'on a besoin de plus d'ingénieurs et de techniciens, parce que sinon vous pouvez déverser toutes les subventions que vous voulez, ça ne fabriquera pas des automobiles. 2, on a besoin d'une fiscalité qui ne pénalise pas par inadvertance l'industrie pour favoriser les services. 3, on a besoin de procédures d'installation plus rapides. Et puis 4, enfin, dans des cas d'industrie naissante qui peuvent avoir un avantage, oui, pourquoi pas demander des subventions. Alors, si on prend les énergies renouvelables, c'est comme ça que ça a fonctionné. L'éolien terrestre, on a maintenant GE, Vestas, Siemens qui construisent beaucoup en Europe, parfois en France, parce qu'elles ont été largement soutenues dans les années 2000. Sur l'éolien maritime, on a là aussi soutenu, et on peut se féliciter d'avoir vu naître au bord de nos côtes et plus dans l'intérieur une industrie de l'éolien maritime français. Sur l'éolien et le solaire, on est en moyenne à 35-40% de valeur ajoutée française. Sur l'éolien maritime, je pense qu'on est plus près des 60%. Donc ça a fonctionné. J'espère que ça fonctionnera dans la durée. La grande point d'interrogation aujourd'hui pour nous, c'est sur le solaire. Là aussi, il n'y a pas que le panneau dans la vie. Donc il y a déjà une activité, une valeur ajoutée en France. Mais les panneaux, oui, ils sont en large majorité chinois. Est-ce qu'on peut ramener économiquement de la valeur ajoutée en France? Peut-être, on voit que, c'est pas évident. Nous, ça fait 10 ans qu'on porte Photowatt, c'est pas super facile comme marché. La concurrence chinoise, elle est très vive. Les industriels chinois, ils font typiquement 100 ou 1000 fois la taille de Photowatt. Et on voit la réponse américaine. L'IRA, l'Inflation Reduction Act, c'est puissant, ça fait des CAPEX et des OPEX. Mais avant de dépenser 300 milliards de dollars, l'IRA, ça en économise 700 milliards. Donc ça, on l'a moins regardé ici. Donc il faut s'en donner les moyens. Si l'État est prêt à payer cette résilience et cette relocalisation, ça pourra fonctionner. Mais aujourd'hui, clairement, le compte n'y est pas encore. Je pense que c'est une question majeure. Faut pas... Il y a un choix à faire pour nous tous collectivement, c'est savoir si on donne la priorité au prix de l'électricité le plus bas ou si on donne la priorité à des emplois en Europe. Parce que sinon, l'histoire des panneaux solaires chinois va se répliquer. Je peux vous dire, sur l'éolien à terre, en ce moment, les Chinois ont décidé, ils sont en train, Goldwind & Co., d'envahir la planète. Ils ne sont pas encore totalement en Europe, mais ils vont y arriver. Tout simplement parce que quand ils proposent des turbines 35% moins chères, vous avez un problème pour résister. Et l'éolien en mer, on y est encore loin, parce que ça paraît plus compliqué. Mais il se trouve que nous venons de décider d'investir dans un projet d'éolien marin en Chine, prendre 20%, uniquement dans l'objectif de regarder la supply chain pour comprendre ce qui se passe. Il y a une boîte qui s'appelle Mingyang qui fait des coûts absolument dépassant toute concurrence. Je préfère être patron de Total Energy que patron de Vestas ou Siemens Gamesa aujourd'hui. Parce que la concurrence, là, elle va être vive. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire nous? On a fait une initiative importante sur l'hydrogène. Puisqu'on est un très gros client d'hydrogène potentiellement, on vient de lancer un appel d'offres de 500 000 tonnes d'hydrogène vert j'attends de voir avec intérêt qui va pouvoir répondre, mais c'est une idée très concrète. On offre un marché, on va voir si on arrive. Alors je pense qu'on aura réponses diverses, des projets locaux, comme celui qu'on vient de se mettre d'accord avec Air Liquide en Normandie, où en fait c'est un système intéressant de tolling, on apporte nos électrons verts. On réserve 100 MW dans leur projet qui en fait 200, qui leur permettra à eux, et on récupère derrière l'hydrogène vert. On a un projet avec Engie sur la Med, mais on peut aussi ouvrir, et j'espère que cet appel d'offres va ouvrir des opportunités à d'autres industriels pour déployer la filière. Donc c'est aussi un moyen de mettre le pied à l'étrier pour faire décoller cette industrie verte, parce que vous avez raison, si l'Europe à la fin fait le Green Deal uniquement en termes de consommation d'énergie, de décarbonation de l'énergie, sans créer les jobs qui vont avec,
à ce moment-là, notre transition, pour reprendre le thème, ne sera pas juste. Et les populations vont pas fonctionner dans cette affaire. Parce qu'on va quand même leur demander de payer un peu plus cher cette énergie parce qu'on investit massivement. Il faut qu'ils s'y retrouvent économiquement, y compris par des emplois, pouvoir d'achat, etc. Enfin, voilà un peu le... Mais c'est un challenge qui est majeur. Et les Américains, ils ne sont pas embêtés. Ils ont certes fait des subventions, ils ont surtout bloqué l'accès aux frontières à des produits. Donc, à mon avis, il y aura un choix politique fort à faire en Europe de savoir si on est prêt. Mais on est encore le dernier continent ouvert au libre-échange. Mais simplement, puisqu'on accélère sur la décarbonation et qu'on se donne plus de contraintes à nos industriels, il faut peut-être aussi leur donner plus de chances de justement se développer dans un système plus protégé. Voilà ce que je voulais dire. Pascal Canfin nous a expliqué que ça bougeait. Alors, un dernier mot très rapide parce qu'on a dépassé le prix du 30 panneau, secondes, pas il plus. coûte 50 ou 100% plus cher aux États-Unis qu'en Europe. Mais pour finir, le prix du panneau, c'est qu'un morceau du prix du solaire. Donc ça fera peut-être 20% sur la facture. C'est un choix politique. Très bien. Eh bien, un grand merci à tous les trois. Je suis désolée, on est obligé, on a déjà dépassé le timing. Merci beaucoup à nos trois intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir.